Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo euh, que je réalise suite à un article que j'ai lu dans le Figaro Premium. Alors Figaro Premium qui a été repris dans la Tribune Juive, article fort intéressant sur le système de caste français et surtout sur la façon dont, on va dire, la culture française conçoit le génie, façon complètement erronée, qui est en fin de compte en relation avec la compréhension du génie par un système de caste sclérosé. Donc, j'ai fait un petit texte sur le génie, l'érudition et la sagesse que je vais vous lire, et je vais avant tout vous lire ce petit article relativement long qui était dans le Figaro et qui va vous mettre en fin de compte face à la réalité de la société française et qui va vous faire comprendre par mes explications que je vais donner dessus après qu'il y a erreur, qu'il y a mauvaise compréhension de ce qu'est le génie en France, et je vais vous expliquer le génie, l'érudition et la sagesse. Vous allez voir que c'est très simple. Alors je commence par un petit texte que j'ai fait, un petit texte sur le génie. Un génie, ce n'est pas un homme qui répète et copie avec talent, c'est un homme qui crée et modifie le monde. Tout simplement, un génie change le monde par ce qu'il crée et par ce qu'il modifie. Il apporte du nouveau dans la communauté, dans la perception du monde ou dans la technicité des objets. Il crée, il innove, il ne répète pas. Donc, je vais vous lire ce petit article. Ce petit article s'appelle « Octave, le génie littéraire du concours général ». Alors, je le lis, c'est succulent. Alors, Octave, génie littéraire du concours général. Jean-Michel Blanquet a remis jeudi les titres du concours général destiné à récompenser les meilleurs lycéens de France depuis 1747. Octave, alors je ne cite pas son nom pour ne pas l'attaquer, c'est un brave garçon quand même. Octave, tout juste 16 ans, a été distingué dans pas moins de 4 disciplines littéraires. Premier en géographie et en thème latin, deuxième en histoire et en version latine. Alors, Octave dit « J'ai la chance d'avoir de très bons professeurs et de vivre à 2 pas de la librairie Gilbert Joseph », raconte cet adolescent au vocabulaire châtié, scolarisé en classe de première littéraire dans le très prisé lycée parisien Henri IV, un établissement qui rafle chaque année le plus de récompenses aux côtés des lycées parisiens Louis-le-Grand, Stanislas et Saint-Louis de Gonzague. Présélectionnés par leurs professeurs, les 17 678 candidats ont été évalués sur des sujets plus exigeants et des épreuves plus longues que l'examen du bac. Ils sont 129 à avoir été récompensés, de la philosophie au chinois, en passant par l'artisanat, marchant sur les traces de personnalités comme Baudelaire ou Pasteur. Les passions d'Octave pour l'histoire ancienne, le latin et le grec sont apparues progressivement à partir du collège. Il apprécie le dépaysement que ces disciplines lui procurent. Ses auteurs favoris, qu'il lit en édition bilingue, sont Thucydide et Xénophon, César, Salluste et Tacite. J'ai aussi un grand intérêt pour Platon, dont la langue est un modèle de littérature. Il se passionne pour le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle français, avec un grand intérêt pour Racine et Musset, dont il loue la justesse d'exposition des sentiments. Dans sa famille, de brillants juristes, sa mère avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, son père conseiller à la Cour d'appel de Paris. On se cultive, mais nous ne sommes pas des pigues de la mirandole. Nous n'avons pas ce sens de l'analyse et cette rigueur qu'il a dans les lectures, raconte son père. Pas ou très peu de réseaux sociaux ou d'internet dans cette famille. Nous avons un mode d'accès très traditionnel à la culture. Nous lisons des livres. Nous devons même nous battre pour qu'Octave réponde au téléphone.
Il retient tout ce qu'il lit avec beaucoup de facilité. Deuxième d'une fratrie de 3 garçons, il s'est vite révélé fin helléniste et latiniste, se souvient son père, alors que ni moi ni ma femme ne maîtrisons ces langues. C'est un goût spontané, un tropisme naturel. Son succès, il le doit en partie à son excellente mémoire. Il retient tout ce qu'il lit avec beaucoup de facilité et de précision. L'adolescent travaille de façon très concentrée et efficace, mais pas de façon excessive, puisqu'il réussit aussi à suivre chaque semaine 3 activités extrascolaires, guitare classique, chant lyrique et théâtre au cours Simon. En primaire, il était scolarisé en cours hors contrat Attemer, dont le mode d'apprentissage est très rigoureux. Pour l'entrée en 6e de leur garçon, les parents ont volontairement déménagé à côté du collège Henri IV, excellent établissement public, pour que ce dernier y soit sectorisé. Le résultat est là. L'aîné, Aurélien, désormais en classe prépa scientifique, a également raflé un prix de biologie au concours général l'an dernier. Octave, lui, souhaite poursuivre après son bac en classe préparatoire littéraire pour devenir chercheur ou professeur. Donc, je fais juste cette petite vidéo pour vous montrer un peu la bêtise non pas d'Octave, qui est un garçon érudit de 16 ans, mais en aucun cas un génie, puisque Octave n'a rien inventé, et Octave ne fait que répéter, apprendre et mémoriser, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas la possibilité d'être un génie. Nous verrons que des génies sont parfois des érudits, comme d'autres érudits ne sont parfois pas des génies, et comme certains génies sont parfois pas du tout des érudits. Mais Octave est en aucun cas un génie, comme il est dit dans le Figaro Premium, c'est simplement un bon garçon de 16 ans qui passe son temps à s'instruire, à lire, à apprendre des codes, à apprendre des façons de penser, mais en aucun cas, pour le moment, il a fait progresser l'humanité. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a rendu fier de lui son papa et sa maman, et qu'il a accumulé assez de données pour pouvoir déjà rentrer dans le système de caste français et gravir progressivement les échelons de ce système de caste, on va dire, pour rentrer, il n'y a pas vraiment d'échelons, mais pour rentrer dans ce système de caste au niveau des organes de direction, car il a appris par cœur les codes, la façon de parler et l'instruction qu'il faut pour montrer qu'on appartient à cette caste dirigeante français, qui est bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, souvent court-circuité par le système des réseaux et du copinage, ou parfois même par des systèmes sexuels, comme on peut le voir dans Belle Amie de Maupassant, où un gars de la campagne arrive et par sa belle allure, sa façon capable de prendre les codes de la bourgeoisie et de l'aristocratie de l'époque, arrive à baiser les femmes des riches et progressivement, quand les riches meurent, épouser les femmes des riches et même des fois les faire travailler à sa place. Donc on voit que le système français n'est pas une méritocratie, mais un système de caste où l'on prend de l'érudition pour du génie, où en fin de compte on apprend un maximum de choses, on devient un érudit pour à un certain moment les régurgiter lors d'un examen, pour pouvoir à ce moment-là obtenir une place de direction. Mais si vous le remarquez bien, dans ce système français, j'en profite pour parler aussi du système français, on voit que le lycée Henri IV est le lycée où il faut aller pour avoir les meilleurs professeurs qui vous donneront le meilleur enseignement, pas pour que vous soyez plus intelligent, un génie, mais pour que vous ayez les codes d'accès et le savoir vous permettant de rentrer dans les circuits du pouvoir. Donc on paye des prépas, on paye des cours privés, on vient s'installer à côté du lycée Henri IV, c'est-à-dire qu'on a obligatoirement les moyens de payer un appartement ou d'être dans le quartier le plus cher de Paris, qui est le 6e, et comme ça, les enfants sont dans un service public où on met les meilleurs profs de France, ils ne vont pas dans les zones, dans les cités ou dans les zones défavorisées où il y a des racailles, où il y a du chômage, non, on met les meilleurs profs là où il y a le gratin, et c'est la communauté générale des Français qui paye ces meilleurs profs
Donc c'est nos impôts qui payons les meilleurs profs pour les enfants des riches, donc les enfants de l'oligarchie française, les enfants qui apprendront les codes de notre oligarchie pour pouvoir rentrer dans les circuits du pouvoir et peut-être diriger la France, ou en tout cas aller dans les ministères et aller dans les places où on ramène beaucoup d'argent qui viennent du travail, de la sueur du producteur esclave. La France dans sa grandeur. Mais notre ami Octave n'y est pour rien. Ce n'est pas un génie, comme je le dis, c'est juste un érudit. Maintenant, parlons du génie, parlons de l'érudition, parlons de la sagesse, et je vais vous lire un petit texte pour que vous compreniez bien quelle différence il y a entre ces trois choses-là, génie, érudition et sagesse, et je vous donnerai quelques exemples. Le génie, l'érudit et le sage. Il ne faut pas confondre érudition et génie. Un être érudit est un individu d'une grande culture et ayant étudié de nombreux domaines, ce qui lui donne une connaissance livresque du monde, lui permettant de parler de bien des choses. Un génie est un homme qui, par son analyse, crée, innove et modifie le monde pour le bien du groupe. L'érudit est instruit, le génie innove, sans forcément pour cela avoir une érudition marquée. Si l'érudit passe son temps à s'instruire pour parfaire sa connaissance du monde, le temps qu'il a passé à lire et à s'instruire, il ne l'a pas passé à expérimenter l'existence et en tirer des analyses de terrain lui permettant réellement d'innover et de créer, et par là d'accéder au rang de génie. Quant au sage, c'est celui qui tire de l'expérience et de l'observation du monde des enseignements utiles au groupe et à la survie et à la prospérité des individus qui le composent. Voilà, j'espère que ce petit texte qui vient de mon cœur vous aura fait comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un génie, un érudit et un sage. Et nous voyons que Octave n'est autre qu'un érudit, ce que de mauvaise langue appellerait un petit singe savant, ce qui est un peu méchant parce qu'il a dû beaucoup travailler et maîtriser quand même les domaines où il a eu de bonnes notes, demande bien sûr un bon cerveau et un QI qui n'est pas un QI d'escargot. Mais c'est en aucun cas un génie. Des génies, il peut y avoir des génies qui ne sont pas des érudits. Je parlerai de Léonard de Vinci, contrairement à ce qu'on pense, Léonard de Vinci n'était pas un érudit. Léonard de Vinci, par exemple, est ce qu'on appelle le génie. Dans notre culture occidentale, c'est une sorte de génie. Il y a plusieurs types de génies, il y a plusieurs types d'hommes qui innovent dans des domaines bien différents. Mais Léonard de Vinci n'avait aucune culture livresque géante. C'est un homme qui a vécu sa vie dans des ateliers, qui a vécu sa vie sur le terrain et qui a appris de son observation du monde et de son observation de la nature en faisant des analyses du monde et de la nature, et souvent en trouvant des analogies entre la nature et certains mécanismes qu'il aurait pu fabriquer. C'était avant tout un observateur génial, parce que ses observations lui ont permis d'analyser le monde et d'en tirer des analyses excellentes qu'il a transmises au monde. Alors même si ces carnets d'études n'ont pas été utilisés de son vivant, il se vendait quand même comme ingénieur et créateur dans les cours parce qu'il tirait de son observation de la nature des découvertes qu'il essayait de reproduire dans son travail de création pour les riches, pour les puissants, qui le prenaient avec lui pour moderniser, pour rendre beau, ou moderniser, ou faire des inventions, ou créer des innovations, ou créer de la beauté pour attirer dans les villes des commerçants et faire fructifier ces villes italiennes qui se faisaient une guerre économique. Du coup, les Italiens, les riches, les puissants, avaient besoin d'attirer beaucoup d'artistes géniaux pour créer des inventions, bâtir au niveau architectural des choses géniales et innovantes, et rajouter de la beauté par des œuvres d'art qui ne sont pas que gratuites, puisqu'elles n'avaient que comme fonction de mettre du beau dans une cité pour attirer en fin de compte des gens, des commerçants, des marchands, des inventeurs, par la beauté du lieu.
est question d'énergie. Hein. Comme je vous l'explique, l'énergie est tout. Donc Léonard de Vinci n'est pas un érudit à la base. Il est devenu érudit dans certains domaines avec l'âge, mais ce n'est en aucun cas un petit Octave, hein, qui étudie à Henri IV. C'est un homme de terrain qui n'a pas de culture livresque et qui a lu dans le grand livre du monde pour en tirer son génie et faire progresser l'humanité par sa vision du monde, par ses écrits et par ses inventions, et par la modernité qu'il a mis dans la peinture, hein, avec cette technique qui lui est si particulière, de ce glacis, de ces couches de peinture transparente qu'il met les unes après les autres avec un tout petit peu de pigment, hein, qui font que progressivement on a comme une vision photographique avant l'heure d'un visage sans voir les touches. Hein, c'était un maniaque. Tout ça, c'est Léonard de Vinci. Nous avons un autre génie, un génie littéraire, hein, je vous en parle, comme Tolstoï, qui n'était pas du tout un érudit, qui avait très peu de culture livresque, et c'est d'ailleurs parce qu'il n'avait pas une grande culture scolaire qu'il a apporté une façon de voir le monde, d'écrire le monde et de le décrire, hein, d'écrire sur le monde et de décrire le monde, hein, qui était proprement génial, une façon d'aborder le monde et d'écrire en étant un être qui n'avait pas été formaté par un système scolaire. Hein. Tolstoï est un homme qui a raté ses études, qui était issu d'une famille riche, mais pas extrêmement riche, hein, mais qui est parti dans la fougue de la jeunesse accompagner ses frères dans le Caucase, à la guerre, qui a eu une existence extrêmement riche, qui a vu la mort, qui a vu la vie, qui a vu la naissance très jeune, hein, qui a été confronté au drame très jeune et aussi à la réussite, puisque c'est quelqu'un qui a réussi très tôt par la façon très, on va dire, objective dont il décrivait le monde, hein, une façon objective, qui ne cherchait pas le style, qui cherchait la réalité, hein, montrer la réalité du monde avec des mots beaux mais crus, hein. Et c'est parce qu'il n'était pas érudit qu'il a apporté quelque chose de nouveau, mais c'était un génie parce qu'il a apporté de l'innovation dans la façon de décrire le monde, la façon de décrire le sentiment des Européens et la façon de penser des Européens. Hein. Il a décrit la psychologie européenne avec une finesse qu'aucun écrivain de son temps, et même d'avant, n'avait réussi à faire. C'est un écrivain européen, il décrit la mentalité européenne, pas la mentalité africaine ni asiatique, mais on peut dire que dans ce domaine, c'est le roi, hein, et c'est quelqu'un qui a réussi à être un génie parce qu'il était libéré, en fin de compte, parce qu'il n'a jamais été entravé par une éducation qui l'aurait, en fin de compte, formaté à devenir un petit singe savant, tout simplement. Mais c'est un génie et non un érudit. Mais nous avons des érudits qui sont des génies. Hein, nous en avons un particulièrement dans la littérature française, nous avons Proust. Proust est ce que l'on peut appeler, pour qui a lu toute l'œuvre de Proust, hein, je peux me vanter d'avoir lu quasiment toute l'œuvre de Tolstoï et toute l'œuvre de Proust, ce qui ne fait pas de moi un érudit, car je suis avec l'âge un érudit, mais mon génie, je suis génial pour les créations que j'ai apportées, hein, c'est en fin de compte épanoui sans érudition, et j'acquiers mon érudition sur le tard, avec plaisir. D'ailleurs, je fais toutes les choses à l'envers. Un homme comme Proust est un homme qui a une érudition énorme. C'est un homme qui a une culture française livresque, hein, une culture à la Octave, hein, notre jeune Octave, notre génie littéraire du concours général. Hein. Oui, Proust a cette érudition qu'a Octave. Octave n'est pas un génie. Mais Proust avait une érudition parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir autre chose, puisque c'était un souffreteux, c'était quelqu'un qui avait des problèmes pulmonaires, qui était un insuffisant pulmonaire, qui avait du mal à respirer, qui faisait des allergies, qui était asthmatique. Alors, on ne sait pas vraiment, on
ne sait pas vraiment le mal on ne connaît pas vraiment le mal dont il souffrait. On a à peu près une idée, il était asthmatique, mais il y avait sûrement des problèmes génétiques derrière. Donc, le pauvre Proust était condamné à rester chez lui, à ne pas pouvoir beaucoup bouger. Donc, par cela, il a été condamné à lire. Et comme il avait de grandes difficultés pour agir dans la vie en s'essoufflant très vite, en étant fatigué très vite, en sous-oxygénation, ce Proust, en fin de compte, allait dans des petits déplacements autour de chez lui, prenant le train, se déplaçant par la fortune de ses parents, hein, il avait quand même hérité d'une certaine fortune, hein, et allant dans, on va dire, le monde des snobs et de l'oligarchie française, que ce soit la bourgeoisie ou l'aristocratie, allait de salon en salon, observant l'aristocratie, observant la bourgeoisie, observant les petites gens qui les servaient, hein, et tirant une analyse d'entomologiste, hein, de toute cette société française, analyse merveilleuse, hein, de Proust, qui est en fin de compte un génie pour être le seul à nous avoir retranscrit la réalité d'un système de caste français sclérosé qui était déjà présent il y a déjà 150 ans, on va dire, 120 ans ou 130 ans, puisqu'il a écrit autour de la guerre de 14, il est né en 1860, je ne me souviens plus, je ne connais pas la date exacte, mais les dates, je m'en fous un peu, mais c'est quelqu'un qui, par sa maladie, a été forcé de ne pas bouger, a été forcé d'être un érudit, hein, ce qui lui a permis d'accéder à l'oligarchie, hein, donc au système de caste français, de rentrer par son érudition dans les salons, hein, et de fréquenter la haute bourgeoisie et l'aristocratie, l'aristocratie jalousant la bourgeoisie jalousant l'aristocratie méprisant la bourgeoisie, les deux essayant de prendre le pouvoir, les uns l'ayant en partie perdu, les autres l'ayant gagné, et Proust là-dessus, observant tout cela et donnant une description hyper réaliste de ce petit monde, description pas sans rire, puisqu'il décrit ça d'une façon tellement réaliste qu'il décrit même la médiocrité et l'obscénité de ces gens-là, il décrit leurs qualités, mais il est sans pitié, il décrit aussi leurs défauts, leurs faiblesses et leurs vices, hein, mais parfois aussi leur grandeur. Il est le seul auteur français à avoir, par sa maladie l'obligeant à être érudit, lui permettant d'entrer justement dans les hautes sphères du pouvoir, de décrire avec une exactitude fabuleuse la société française qui, médiocre, et de caste qui malheureusement n'a pas changé depuis. Mais c'est un des cas de génie, parce qu'il a apporté, hein, sa façon d'écrire, hein, et sa description hyper réaliste des choses, hein, due à sa maladie, entraînant son érudition et entraînant sa possibilité de rentrer et d'observer parce qu'il ne pouvait pas agir lui-même. Alors que beaucoup de génies sont des gens qui sont dans l'action et qui réalisent des choses et font progresser les choses parce qu'ils sont dans l'étude du terrain et dans l'action. Certains, comme Proust, ne pouvant être dans l'action, sont dans la description géniale. Mais dans tous les cas, notre ami Octave n'est rien d'autre qu'un jeune érudit et non un génie. Et malheureusement, les Français, par leur système de caste, prennent le génie pour de l'érudition et confondent un singe savant, hein, sachant répéter, avec un homme capable de modifier le monde pour le bien de ses contemporains. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre les différences qu'il peut y avoir entre le génie, l'érudit et le sage, et pour vous montrer que malheureusement notre société française est basée sur un vieux système obsolète qui ne laisse aucune place ou très peu au génie, hein, qui n'attire pas les génies, qui attire que les érudits, cette érudition n'ayant que pour seule fonction de permettre l'accès au milieu du pouvoir, hein, au sommet de la pyramide sociale, pour régner et prendre l'énergie sur les pauvres travailleurs,
qui sont en général absolument pas érudits et qui sont en général par un système d'enseignement ignoble, hein, le cerveau lavé est incapable de comprendre qu'ils sont les esclaves d'un système basé sur la caste ou sur le communautarisme pour court-circuiter la caste et non sur le travail, la méritocratie et le génie. Voilà, petite vidéo de 25 minutes. À bientôt.